Pour commencer ce récit, il est nécessaire de remonter de quelques années dans le passé. Deux jeunes filles marchaient ensemble lorsqu'elles aperçurent une grande concentration de personnes. Pensant qu'il s'agissait d'une célébration ou d'un événement public, elles décidèrent de s'approcher. Au milieu de la foule, un homme visiblement irrité finit par les bousculer, les séparant et les faisant trébucher. La jeune fille blonde en fut profondément contrariée et, dans la confusion, elle se mit à courir, jusqu'à entrer en collision avec quelque chose d'inattendu. La scène qui s'offrit à elle était terrible. Des cris d'excitation retentirent lorsqu'une femme monta sur une estrade surélevée. C'était apparemment le jour où sa sentence devait être exécutée. Cette femme attirait tous les regards par sa beauté saisissante, qui ressortait même dans cet environnement hostile. Malgré cela, la peur se lisait clairement sur son visage face au sort qui l'attendait. Son regard parcourut lentement la foule, observant chaque visage avec attention, avant de lancer des paroles de malédiction à l'encontre de tous les présents. À cet instant précis, une pluie soudaine se mit à tomber, et la foule entra dans une véritable frénésie, la traitant de meurtrière, voire de démon. Toute cette scène fut également observée par une petite fille, placée juste devant l'estrade, presque à côté de la femme condamnée. Curieusement, au lieu d'exprimer de la haine ou du mépris, la femme posa sur l'enfant un regard accompagné d'un léger sourire, la fixant intensément, comme si elle lui murmurait des paroles destinées à elle seule. Quelques instants avant le début de l'exécution, une épée fut levée. La femme se prépara tandis que la fillette observait la scène, pétrifiée. Lorsque la tête de la condamnée fut exhibée comme un trophée, confrontée à une telle brutalité, la seule chose que l'enfant put faire fut de crier désespérément. Cette expérience marqua profondément la jeune fille, sur cette place connue sous le nom de San Marcos. 10 années s'étaient écoulées depuis ce jour. À présent, cette enfant était devenue une magnifique jeune femme, nommée Constance Graille, tout juste âgée de 16 ans. Elle semblait célébrer son anniversaire lorsqu'un vicomte s'approcha pour la féliciter. Il commenta que la déesse du destin bénirait certainement ses fiançailles. Ces paroles faisaient écho à la devise de la famille Graille, qui affirmait que ses membres devaient être honnêtes dès leur plus jeune âge. C'est pour cette raison que l'on croyait Constance digne d'une grande fortune. Malgré tout, elle se retrouva à méditer longuement sur ces mots. Quelques mois plus tard, son père, un homme réputé pour son honnêteté inébranlable, se retrouva accablé par des dettes colossales. N'ayant plus aucune autre solution, il ne put que présenter ses excuses à Constance. Avec tendresse, en l'appelant Connie, il lui expliqua que la famille Bronson avait proposé de régler l'intégralité des dettes, à condition qu'elle accepte de se fiancer à leur fils aîné et héritier, prénommé Nell. Le jeune homme, tout comme lors de leur première rencontre, se présenta de manière polie et douce. En y réfléchissant davantage, Constance se dit que la situation n'était peut-être pas si terrible. Après tout, elle venait d'une famille modeste et n'avait pas de grandes ambitions. De plus, son futur fiancé lui semblait plutôt séduisant. Du moins, c'était ce qu'elle pensait à ce moment-là. Cependant, quelque temps plus tard, elle finit par découvrir quelque chose par l'intermédiaire de ses amis. Des commentaires et des chuchotements circulaient à propos de Neil et d'une jeune femme nommée Pamela Francis. On racontait même que tous deux avaient été vus enlacés, croyant que personne ne les observait. Certains disaient également que Neil semblait profondément amoureux de Pamela. Cette histoire fut rapportée à Mylon, l'une de ses amies, tandis que Kate tentait de la dissuader de propager des rumeurs, affirmant qu'une personne fiancée ne se comporterait jamais de la sorte. Mais Mylon insistait, affirmant que Pamela changeait de partenaire aussi facilement qu'on change de cavalier dans une danse, la qualifiant de personne sans aucune morale. Toutes ces conversations ne cessaient de résonner dans l'esprit de Constance. Elle tenta de faire confiance à Neil puisqu'il l'avait toujours bien traitée, mais lorsqu'elle sortit prendre un peu l'air, elle se retrouva face à la vérité. La rumeur était vraie et elle en fut témoin de ses propres yeux. Pour aggraver encore la situation, Pamela remarqua sa présence, esquissa un sourire provocateur et embrassa Neil sans la moindre gêne. Constance s'enfuit aussitôt, regrettant amèrement d'avoir assisté à cette scène. Elle savait que ce mariage n'était pas fondé sur l'amour, mais malgré tout, la douleur était immense. Pourtant, fidèle à la devise de sa famille, elle décida d'affronter la situation avec honnêteté. C'est alors que, distraite par ses pensées, elle entra en collision avec quelqu'un d'inattendu. Elle ne reconnut pas immédiatement la personne, remarquant seulement qu'il s'agissait d'une femme d'une grande beauté. La voyant observer quelque chose avec attention,
Constance, toujours polie, s'approcha et lui demanda si tout allait bien. La femme répondit qu'elle trouvait la situation plutôt amusante. Elle fit un commentaire sur la fête et Constance, qui demanda qu'on l'appelle Connie par simple paresse de prononcer son nom en entier, lui répondit qu'elle pouvait tout à fait entrer et profiter de l'événement. La femme lui demanda si elle en était certaine, et Connie répondit qu'elle n'y voyait aucun inconvénient. Alors, sans la moindre hésitation, l'étrangère entra dans le manoir, ce à quoi Constance ne s'attendait pas. Elle la remercia simplement, restant confuse un instant, avant de reporter ses pensées sur quelque chose de bien plus important, son fiancé, qui semblait clairement impliqué avec Pamela. À ce moment-là, une jeune fille très timide s'approcha pour la féliciter de ses fiançailles. Constance la reconnut vaguement, car elle se promenait souvent en compagnie de Pamela. Elle s'appelait Brenda, et à cet instant précis, elle laissa tomber une fourchette. Connie l'avertit qu'il vaudrait mieux la ramasser avant que quelqu'un ne se blesse. Mais Pamela, qui observait la scène de loin, remarqua la nervosité de Brenda. La jeune fille, tremblante, expliqua qu'elle avait oublié son sac au 2e étage et demanda à Constance de tenir la fourchette pendant qu'elle allait le chercher. Connie accepta sans la moindre hésitation. Un garçon observait également la scène, et Constance lui rendit son sourire avec gentillesse, bien qu'elle ait remarqué un regard étrange qu'elle préféra ignorer. Soudain, Pamela surgit en criant, accompagnée de Brenda et de Nell, accusant Constance d'avoir commis un acte terrible. Pamela déclara qu'elle connaissait les difficultés financières de la famille Gray et affirma que Constance avait volé un accessoire précieux appartenant à Brenda. Les regards autour d'eux devinrent immédiatement soupçonneux. Constance ne comprenait pas ce qui était en train de se passer. Pamela l'accusa de jouer l'innocente et annonça que, pendant qu'elle se recoiffait, Brenda s'était fait voler son ornement. Elle demanda alors ce que Constance avait à dire pour sa défense. Un objet d'une telle valeur pouvait facilement tenter quelqu'un dans le besoin, et tout le monde connaissait la situation difficile de la famille Gray. Constance tenta d'expliquer qu'elle ne faisait que tenir l'objet à la demande de Brenda, mais elle fut interrompue lorsqu'on exigea qu'elle montre le contenu de son sac. Si elle était réellement innocente, il ne s'y trouverait rien. Sous la pression de Neil et submergée par la peur, Constance resta figée. Alors Pamela lui arracha le sac des mains, révéla l'ornement dissimulé à l'intérieur et afficha un sourire malveillant, lui demandant si elle avait la moindre explication à donner. Autour d'elle, tout le monde resta stupéfait. La famille Gray avait toujours été réputée pour son honorabilité, et ce qui se déroulait sous leurs yeux semblait d'une gravité extrême. Totalement prise de court, Constance tenta de s'expliquer, affirmant qu'elle n'avait gardé l'objet que parce que Brenda le lui avait demandé. Elle le répéta encore et encore, mais Pamela trouva cela suspect. Après tout, elles se connaissaient à peine. Peu à peu, Connie sombra dans le désespoir et demanda, presque suppliante, à Brenda de dire la vérité. Mais la jeune fille évita son regard, visiblement mal à l'aise. Minute après minute, la détresse de Constance s'accentua, tandis que Pamela profitait de la situation pour la provoquer davantage. D'une voix forte, Pamela déclara que Connie était en train de faire pression sur Brenda et de la mettre mal à l'aise, ce qui constituait une attitude absolument inacceptable. Elle saisit également l'occasion pour affirmer, devant Neil, que voilà le vrai visage de Constance et que les fiançailles devaient être rompues immédiatement. Selon elle, il s'agissait d'un crime qui entacherait le nom de la famille Bronson. Constance tenta de répliquer qu'il n'existait aucune preuve qu'elle ait volé quoi que ce soit, mais Pamela éclata de rire, affirmant que toutes les personnes présentes étaient témoins. Elle alla même jusqu'à rappeler que la famille Hansworth entretenait des liens étroits avec l'Église, insinuant que cela faciliterait l'annulation de l'engagement. Connie déclara alors, avec fermeté, qu'elle n'avait jamais commis de vol. Pamela, sans la moindre honte, se moqua d'elle, affirmant qu'au lieu d'être honnête, elle avait perdu tout l'honneur de sa famille et n'était plus qu'une voleuse ordinaire. À cet instant, Constance ressentit de plein fouet le poids du mépris qui l'entourait. Elle chercha désespérément quelqu'un pour lui venir en aide, y compris le jeune homme qui avait assisté à toute la scène, mais celui-ci préféra garder le silence, dépassé et incapable d'agir. Constance s'effondra à genoux, suppliant qu'on l'aide. C'est alors qu'une voix douce déclara que tout allait bien. Une femme d'une beauté saisissante s'approcha, affirmant qu'elle pouvait l'aider, mais qu'elle demanderait quelque chose en échange. En entendant cette voix, un frisson parcourut Constance. Elle la reconnut immédiatement. Soudainement,
l'attitude de cette femme changea complètement. Une légère brise traversa les lieux, surprenant tout le monde, tandis que Connie laissa échapper un rire discret, se demandant intérieurement qui était le véritable voleur dans cette situation. À cet instant, Pamela, déjà fortement affectée par l'alcool, éclata de colère contre Connie, affirmant qu'elle en avait assez de cette soi-disant honnêteté. Elle n'avait jamais réussi à rivaliser avec elle, ni même à accepter le fait que Constance se soit fiancée à Neil Bronson. Pamela n'avait jamais compris pourquoi Connie bénéficiait toujours d'un traitement de faveur. Bien qu'elle se jugeât supérieure, tant par sa richesse que par son apparence, toute cette frustration fut précisément ce qui l'avait poussée à provoquer un tel scandale. Malgré tout, la dispute se poursuivit. Pamela demanda à Connie si elle insinuait qu'elle était une voleuse. Avant même que Connie ne puisse répondre, quelqu'un évoqua ce qui s'était passé dans les jardins, insinuant si Pamela était consciente qu'elle se mêlait à la relation d'une femme déjà fiancée. Cette remarque la mit profondément mal à l'aise. Elle tenta de se justifier en affirmant qu'ils ne s'étaient que embrassés. Nell lui cria de se taire. Alors que les personnes autour d'eux commencèrent à la juger sévèrement, Connie se moqua de la situation, s'excusant avec ironie, disant qu'elle ignorait qu'embrasser le fiancé d'une autre femme ne constituait pas un vol. Malgré cela, Pamela continua d'insister, affirmant que Connie avait bel et bien volé l'ornement de Brenda. C'est alors que Constance tourna son attention vers le jeune homme qui avait été témoin de toute la scène. Se souvenant de son nom, elle l'appela Wayne et lui demanda, devant tout le monde, s'il ne souhaitait pas raconter ce qu'il avait vu. Wayne devint visiblement nerveux, mais resta silencieux. Connie déclara alors qu'il ferait bien d'être prudent, car en dehors de lui, d'autres personnes avaient également assisté à la scène. Puis elle lui ordonna de la regarder droit dans les yeux. La pression devint telle que Wayne finit par céder et dire la vérité. Il affirma que Constance n'avait rien volé, qu'elle avait seulement aidé Brenda à arranger ses cheveux et que celle-ci lui avait même demandé de garder l'ornement. D'autres personnes, prises par la peur, commencèrent à confirmer l'histoire à leur tour. Pamela paniqua. Nell demanda alors si tout cela était vrai. Acculée et sans échappatoire, Pamela tenta de se servir de Brenda comme excuse, affirmant que c'était elle qui avait menti. Connie répliqua aussitôt, déclarant que Pamela traitait Brenda avec une cruauté intolérable. Avec un sourire calme, elle ajouta qu'il n'y avait rien à craindre et que rien de mal n'arriverait. Ce fut la goutte de trop pour Brenda, qui éclata en sanglots. Pour aggraver encore la situation, M. Hensisward arriva à cet instant précis. Demandant la raison d'un tel tumulte, Connie sentit sa poitrine se serrer, car elle savait qu'il serait difficilement de son côté. Malgré tout, il s'approcha et remarqua qu'elle semblait avoir passé une nuit éprouvante. Constance répondit que la situation avait effectivement été désagréable et invoqua la protection de la déesse, car elle avait besoin de son aide. L'homme comprit alors qu'elle souhaitait rompre les fiançailles, mais il rappela que l'engagement avait déjà été rendu public. Malgré cela, Connie insista, demandant que tout soit annulé immédiatement. Elle déclara également qu'il serait nécessaire d'informer Sa Majesté de la réception organisée ce soir-là aux grands miliciens, où hommes et femmes s'étaient livrés à des comportements indécents dans les jardins. Pamela tenta de l'interrompre en affirmant que cette femme n'était pas Constance, mais l'homme sembla satisfait de la tournure des événements, recevant même les applaudissements de l'Assemblée. Connie s'excusa alors auprès de tous pour avoir troublé la soirée et adressa ses bénédictions au nouveau couple qui semblait se former. Après cela, elle se retira simplement. Pamela sombra dans le désespoir et tenta de la suivre pour agir. Mais les dames d'honneur de la salle ne le permirent pas. Elles l'interceptèrent, la faisant trébucher et l'obligeant à faire face à la situation sur place. L'une d'elles semblait souhaiter le meilleur à la jeune femme de la famille Gray. Elle déclara qu'elle reconnaissait ses bonnes intentions et qu'elle n'approuvait en rien ce qui s'était produit cette nuit-là. Pour cette raison, certaines mesures devraient être prises. Elle expliqua que, dans son pays, les voleurs voyaient leurs chaussures chauffer jusqu'à devenir incandescentes avant d'être contraints de danser jusqu'à la mort. C'est à cet instant que le sadisme typique de la noblesse entra en jeu. Privée de ses bottes, Pamela fut forcée de danser aux côtés de Neil. Et cela se répéta durant de longues 10 années, au point que beaucoup se demandaient combien de temps encore elle pourrait endurer une telle épreuve. La plupart des gens furent choqués de la revoir cette nuit-là, comme s'ils assistaient au retour de Scarlett Castile tout droit sortie de l'enfer. Après toutes ces souffrances, le jour suivant arriva,
et Constance se réveilla en croyant que tout ce qu'elle avait vécu n'était qu'un simple cauchemar. Cependant, lorsqu'elle se tourna, elle se retrouva face à Scarlett elle-même. La femme était là, l'attendant, et la pauvre Connie se mit à hurler de peur. Terrifiée, elle demanda qui était réellement cette femme. La réponse vint sans détour. Elle s'appelait Scarlett Castile. À cet instant, Constance se souvint clairement avoir assisté à son exécution des années auparavant. C'est pourquoi elle déclara que tout cela n'avait aucun sens. Après tout, elle avait vu Scarlett être mise à mort de ses propres yeux 10 ans plus tôt. Scarlett lui demanda alors si le fait de la voir ici lui faisait croire qu'elle était encore en vie. Puis, elle révéla quelque chose d'inattendu, laissant Connie profondément surprise. Scarlett Castile avait été la plus grande antagoniste de son époque. Elle avait tenté d'empoisonner Cecilia, sa rivale en amour pour le prince héritier Henri. Celui-ci l'avait démasquée au Grand Méridien, et c'est là que tout avait pris fin. Ses fiançailles furent rompues, et ses actes conduisirent finalement à sa condamnation et à sa sentence de mort. Scarlett ne révéla pas tout immédiatement, mais elle fit clairement comprendre qu'elle voulait savoir la raison de sa présence ici. Après tout, elle n'avait pas encore reçu son paiement, puisqu'elle n'avait évidemment pas aidé une étrangère sans rien attendre en retour. Constance se souvint alors avoir entendu cette voix au moment où elle était à genoux, suppliant qu'on lui vienne en aide. Scarlett expliqua que le paiement serait simple. Constance devrait consacrer le reste de ses jours à l'aider à assouvir sa vengeance. Et c'est ainsi que cette partie... Scarlett était déterminée à envoyer en enfer tous ces scélérats qui l'avaient exécutés. On pourrait penser qu'elle savait qui ils étaient, mais elle n'en avait aucune idée. Comment aurait-elle pu le savoir? Après tout, elle avait été piégée. Elle n'était pas du genre à recourir à quelque chose d'aussi banal que d'empoisonner Cecilia. Constance allait devenir son agent, démasquer le coupable et le condamner à l'enfer sur Terre. Connie était sceptique, mais Scarlett lui fit remarquer que sa famille était endettée. De plus, elle n'avait pas vraiment le choix, son mariage ayant été annulé. Scarlett lui demanda si refuser de rembourser sa dette correspondait à la sincérité dont sa famille se vantait. Constance allait devoir accepter le marché. Peu après, elle se rendit dans un orphelinat, disant à la religieuse qu'elle venait au nom des Orlamins et se présentant sous le nom de Letty. Elle expliqua que la famille souhaitait récupérer des lettres de la maison Mary's pour les enfants orphelins afin de commémorer la mort de Lady Lily ce jour-là. Tout cela faisait partie du plan visant à interroger ceux qui auraient pu savoir ce qui était arrivé à Scarlett. Elle pensait que Lily Orlamon pourrait lui être utile. Après tout, elles étaient amies. Après la mort de Scarlett, Lily s'était consacrée à des œuvres caritatives pour expier ses crimes. Les gens la surnommaient la Lys Blanc de la charité, en raison de sa droiture. Constance l'admirait. Cependant, 2 ans plus tôt, Lily s'était empoisonnée, mettant fin à ses jours dans la chapelle familiale. La raison de son geste restait inconnue à ce jour. Pour Scarlett, il était incompréhensible que Lily choisisse de se suicider, surtout pour quelqu'un d'aussi méchant. N'était-elle pas amie? Apparemment, Scarlett ne voyait pas les choses ainsi. Elle aurait préféré faire le poirier au bord d'une falaise, plutôt que de lui tenir compagnie. Constance se souvenait que Lily rendait souvent visite à Scarlett quand personne d'autre ne le faisait. À l'époque, Lily savait que Scarlett n'aurait jamais tenté d'empoisonner Cecilia. Mais cela signifiait qu'il y avait quelqu'un capable de piéger une femme de son calibre, et il n'avait aucune idée de qui il s'agissait. Lily était donc venue lui dire au revoir, pensant que cette affaire la dépassait. Elle aurait aimé aider Scarlett, mais sa propre vie lui était plus précieuse. Après avoir reçu les lettres des enfants, Constance devait se rendre sur les lieux où Lily s'était donné la mort. Pour cela, elle devait s'habiller correctement en religieuse. Arrivée à la résidence du marquis d'Oloman, elle salua le garde. Malgré son regard effrayant, il la conduisit à la chapelle. Une fois à l'intérieur, Constance tenta de rendre hommage à la défunte en priant. Mais Scarlett affirma que Lily n'aurait pas apprécié cela. Elle aurait préféré qu'il se dépêche de découvrir la vérité. Connaissant Lily, Scarlett soupçonnait qu'elle avait laissé un indice derrière le tableau. Lorsque Constance le souleva, elle trouva quelque chose attaché à l'arrière. Sentant que quelqu'un allait ouvrir la porte, elle prit rapidement l'objet et le cacha. Lorsque l'homme entra, Scarlett n'en crut pas ses yeux. C'était Randolph Ulster. Que faisait-il ici? Apparemment, Constance avait dit à Scarlett que Lily était mariée à Randolph Ulster, de la maison de Richelieu. Cependant, Scarlett le considérait comme son ennemi juré.
Certains allaient même jusqu'à appeler Randolph le seigneur de la mort. Randolph interrogea alors Constance au sujet de George, le petit garçon roux avec lequel il jouait souvent à l'orphelinat. Avant qu'elle ne puisse répondre de manière incorrecte, Scarlett lui dit de répondre que George avait les cheveux châtains, alors que Tony était en réalité le garçon aux cheveux roux. Bien joué. Après avoir clarifié les choses, Constance s'excusa. Randolph lui proposa de la raccompagner à l'orphelinat. Elle apprécia l'offre, mais dut la décliner, prétextant qu'elle avait des courses à faire. Enfin sortie de la chapelle, elle était soulagée d'être loin de quelqu'un d'aussi intimidant. Elle se demanda si Randolph la soupçonnait. Scarlett ne pouvait pas le dire, mais elle savait que cet homme avait un flair plus développé qu'il n'aurait dû. De retour dans la chapelle, Randolph remarqua que le tableau était incliné, et il vit sur le sol des morceaux de ce que Constance avait arraché. De retour à l'orphelinat, Constance déposa les vêtements qu'on lui avait donnés à la porte, et un peu d'argent également. Les enfants s'approchèrent soudainement d'elle, et Tony dit « Quoi que cela puisse signifier ». Constance était perplexe. Il lui expliqua que c'était un sort pour repérer les méchants, qu'ils avaient appris de Lily. Avant de mourir, elle leur avait enseigné ce sort. Elle leur avait dit de le réciter à quiconque viendrait leur poser des questions à son sujet. Si la personne réagissait, cela signifiait qu'elle était très méchante. Et dans cette situation, leurs enfants devaient rassembler tout le monde et s'enfuir. Cela signifiait-il que Lily avait été assassinée chez elle? Constance était épuisée. Elle ouvrit le paquet qu'elle avait trouvé, qui contenait une clé et un morceau de papier avec une seule instruction. Détruisez le Saint Graal d'Eris. Aucune des deux n'avait la moindre idée de ce que cela signifiait. Eris était la déesse de la discorde et des conflits, et le mythe de Féris, une divinité maléfique qui aurait conduit une nation à sa perte. C'était selon une légende de leur pays, voisin d'Adelbide. Eris était également le pseudonyme utilisé par Scarlett lorsqu'elle voulait s'amuser pendant la nuit. Quant à la clé, elle portait un numéro gravé, mais rien n'indiquait dans quel atelier elle avait été fabriquée. Il n'y avait pas assez d'indices pour comprendre à quoi elle servait. Plus tard, Constance allait retrouver Kate. Ses amis s'inquiétaient pour elle, d'autant plus que ses fiançailles avaient été annulées. Les événements avaient fait la une des journaux avec le titre « La pauvre Constance Gray prouve que même un agneau peut charger un chien lorsqu'il est provoqué ». C'était en tout cas l'avis éditorial du Mayflower sur la question. Pamela retourna dans le domaine familial le lendemain. Même s'il prétendait que c'était pour sa santé, tout le monde savait qu'elle s'était enfuie comme la petite fouetteuse qu'elle était. Quant à Neil, les clients aristocratiques de la Bronson Company lancèrent un boycott. Ce matin-là, il était venu s'excuser auprès de Constance, et elle lui avait expliqué comment empêcher les gens de les poursuivre. Elle ne reprochait rien aux autres membres de la Bronson Company. Elle était bien trop sincère pour son propre bien. Kate voulait néanmoins rester prudente, car elle était devenue une célébrité du jour au lendemain. Même si Constance ne voulait pas dire où elle était la nuit dernière, Kate s'en moquait. Elle serait toujours là si son amie avait besoin de son aide. Compte tenu de ce qui s'était passé, Kate pensait que Constance ne voulait plus avoir affaire aux hommes. C'était avant qu'elle ne voie une invitation au bal d'Amelia Godwin adressée à Constance. Elle souhaita bonne chance à Constance dans sa quête d'un nouvel homme. Après son départ, Scarlett décida qu'elles assisteraient au bal, sachant que la baronne Godwin adorait par-dessus tout parler du malheur des autres. Si elles jouaient bien leurs cartes, Amelia chanterait pour elle comme un canari en période de reproduction. Arrivée au bal, Constance s'approcha d'Amelia Godwin. D'un seul coup d'œil, Amelia trouva qu'elle était plus raffinée qu'auparavant, mais encore loin de Scarlett. En la saluant, Constance imita parfaitement les manières de Scarlett, au point d'effrayer Emilia. Une fois Emilia partie, Scarlett repéra Aisha Huxley et demanda à Constance d'aller voir ce qu'elle avait à dire. Mais Constance paniqua en apercevant Randolph. Elle supplia Scarlett de prendre le relais, mais le fantôme ne supportait pas cet homme. Elle l'abandonna donc sans la moindre hésitation. Randolph s'approcha d'elle, désignant Constance comme la sœur qu'il avait vue l'autre jour. Tentant de feindre l'ignorance, elle fut immédiatement confrontée à sa question directe. Que voulait-elle exactement? Était-ce le testament de sa défunte épouse ou cherchait-elle autre chose? Terrifiée jusqu'aux larmes, elle pria pour que quelqu'un vienne la sauver. Scarlett revint alors pour affronter ce que Constance fuyait. Prenant possession de son corps, elle demanda à Randolph s'il avait la moindre preuve de ses accusations.
Il proposa de retourner à l'orphelinat afin de vérifier s'il confirmerait qu'elle était bien la même Letty venue autrefois au nom des Orlamins. Elle refusa, estimant sa propre valeur trop élevée pour organiser un rendez-vous avec un homme qu'elle venait à peine de rencontrer. Soudain, ils furent interrompus par le bruit d'un verre qui se brise et les exclamations choquées de la foule. Margot Tudor avait attaqué Teresa Jennings, lui brisant un verre sur la tête, l'accusant d'avoir eu une liaison avec son mari. Une fois l'incident réglé, Randolph décida de laisser Constance tranquille pour la journée, tout en se demandant si elle pouvait réellement affirmer qu'elle n'était pas impliquée. Après la réception, Constance croisa Amelia à l'extérieur. Elle lui demanda ce qui était réellement arrivé à Scarlett 10 ans plus tôt. Amelia répondit que c'était l'histoire habituelle. Elle avait été exécutée pour avoir tenté d'empoisonner Cecilia. Mais Constance sentait qu'il y avait autre chose. Amelia ajouta alors que, dans la 7e division d'Amherst-Mars, à l'ancienne résidence Montrose, l'invitation n'était autre que le chapeau du comte John Doe. En partant, elle ajouta que ceux qui triomphaient dans la vie étaient ceux qui survivaient. Elle espérait donc que Constance ne serait pas forcée de faire une sortie prématurée.